Eh bien bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui sur O, le début d'un nouveau concept que je trouve marrant. En gros, ça parle de trucs dans l'histoire qui sont drôles et du coup, je trouve ça drôle. Du coup, j'en parle. Aujourd'hui, on va parler de la guerre russo-finlandaise de 1939 à 1940, plus connue sous le nom de guerre d'hiver, ou en finnois Talvisota. Talvisota. Alors cette guerre, c'était une guerre qui a duré à peu près 6 mois entre la Russie et la Russie communiste et la Finlande pendant la Première Guerre mondiale, mais évidemment ça n'avait aucun lien avec la Seconde Guerre mondiale, c'était juste une guerre annexe sur le côté. Bon, ça a eu des répercussions dessus quand même, mais bon, c'était juste le seul côté. Et elle opposait du coup la Finlande à la Russie pendant 6 mois sur une guerre pour le contrôle de la Carélie finnoise et possiblement la prise du contrôle de la Finlande par la Russie qui désirait reprendre le contrôle des territoires impériaux de la Russie impérialiste qui s'était décomposé suite à la déposition du Tsar en 1917. Et pour commencer tout ça, une petite rétrospective de chacun des deux pays au cours des dernières décennies avant cette guerre pour voir comment ils ont évolué et aussi pourquoi on en est arrivé là. On commence donc par faire une petite rétrospective de la Finlande au cours des siècles précédant la guerre pour voir ce qui s'est passé. Alors déjà la Finlande, il faut savoir qu'elle a été intégrée à la Russie le 17 septembre 1809, à la suite du traité de Hamina ou en suédois du traité de Fredrikshamn, ce qui fait suite à la défaite suédoise face à la Russie dans une guerre en 1809. D'ailleurs, petit fun fact, sachez que cette guerre de 1809 fut la dernière guerre que la Suède a combattue, encore jusqu'à aujourd'hui, c'était sa dernière guerre. Ensuite, la Finlande, évidemment, comme tout le monde le sait, a acquis son indépendance pour la Révolution russe de 1917. Elle est devenue indépendante sous les forces du maréchal Carl Gustaf Emil Mannerheim, général émérite de l'armée finlandaise. Suite à cela, elle a connu une guerre civile parce que quand c'était un pays voisin de la révolution communiste russe, il y a une guerre civile entre les communistes et les armées blanches. Les armées blanches contrôlaient les zones du nord de la Finlande, tandis que les communistes contrôlaient le sud industrialisé avec Helsinki, Turku, Tampere et autres villes. Les communistes évidemment reçurent le support des bolcheviks malgré le fait qu'eux-mêmes étaient dans une guerre civile, tandis que les armées blanches reçurent le support des Allemands, des Finlandais, évidemment eux-mêmes, des Suédois, des Norvégiens et d'autres pays des forces alliées pour gagner la guerre civile. Cette guerre civile durera du 25 janvier au 15 mai 1918. Et suite à cela, le Kaiser Guillaume II tenta d'instaurer en Finlande une monarchie amicale envers l'Empire allemand pour l'aider à gagner la Première mondiale. Sous le monarque Frédéric Charles de Hesse-Cassel, qui était un proche de la famille du Kaiser Guillaume II. Mais cette tentative de monarchie échouera et la création de la République de Finlande sous président Carlo Juho Stalberg aura lieu le 27 juillet 1919 et sera programmée à Helsinki comme capitale. Bon, qui dit guerre dit évidemment qu'il y a plusieurs belligérants, et nous allons donc désormais pouvoir faire une petite perspective du second belligérant, à savoir la Russie communiste. La Russie communiste émerge à la fin de sa guerre civile après la révolution bolchevique de 1917 et à la fin de la guerre civile en 1921. En 1904, Lénine meurt et du coup ils ont droit à des jeux politiques entre Staline et Trotsky pour savoir qui prendra le pouvoir, malgré le fait que dans le testament de Lénine, il était précisé que Trotsky devait succéder parce que Staline n'était pas fiable et c'était pas le bonhomme pour le succéder. Il faut savoir que Staline était un bureaucrate, du coup, lorsque Lénine a distribué les postes au sein du parti communiste russe, Staline a hérité du poste de secrétaire général de l'URSS, du coup c'était lui qui donnait des emplois, enfin il donnait les emplois à du coup il donnait les emplois à ses alliés, à ceux qui étaient potes avec lui, on va dire, enfin assez proches, pour qu'ils le soutiendraient évidemment en cas de coup d'être trotskiste, et du coup sa prise de pouvoir a été très facile et facilité par le support des gens qui lui donnaient du travail. Tandis que Trotsky, lui, était le chef de l'armée rouge, il était auréolé de gloire, tout le monde l'adorait. Tout le monde pensait que ce serait lui, justement, le successeur de Lénine, sauf que il était sorti par les militaires, et comme Staline, à force de donner des emplois à des gens qui le soutenaient lui, bah, Trotsky a perdu peu à peu de soutien. Et Staline, en s'alliant habilement à d'autres gens du parti communiste connus, bah, évidemment, finit par évincer Trotsky, puis évincer les gens qui s'étaient alliés à lui, pour au final se retrouver seul à bord. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Sauf que Staline était paranoïaque. Du coup, il craignait que les militaires, soutiens de Trotsky, fassent un coup d'État contre lui.
Du coup, entre 1936 et 1938, il fit une purge du Parti communiste, surtout des officiers du Parti communiste, et du coup, il décapita complètement la chaîne de commandement de l'armée rouge, ce qui fait que l'armée rouge n'avait plus de commandement, de généraux efficaces, parce que Staline voulait contrôler l'armée rouge lui-même. Le truc, c'est que Staline, la seule bataille qu'il a faite de sa vie, c'est une bataille qu'il a perdue contre les armées blanches, à ce qui sera connu comme Stalingrad. Avant, ça avait un autre nom, mais il se fut battu sur la Volga, enfin par les armées blanches. Et c'est la seule bataille de sa vie qu'il n'a jamais livrée. Donc savoir que ton commandant en chef n'a jamais gagné une bataille de sa vie, c'est pas génial. Donc suite au procès de Moscou de 1938 à 1938, l'armée rouge était complètement décapitée, elle n'avait plus de commande efficace, et ça se répercutera jusqu'en 1941-1942. En gros, ça se répercutera jusqu'à ce qu'après que Barbarossa soit lancé, et ça sera répercuté sur la guerre de Finlande, qui sera justement gagnée-perdue par l'URSS, on verra ça. Ensuite, évidemment, il faut oublier que cette guerre a évidemment des causes, et la Finlande s'attendait déjà à ce que l'armée rouge l'envahisse, parce que, comme le prouve la ligne Mannerheim, une ligne de défense bâtie entre 1920 et 1930, à 32 km de Leningrad, pour défendre la frontière finlandaise. Et la ligne couvre complètement l'isthme de Carélie sur 135 km de long, avec plus de 200 blocos et tous armés de mitrailleuses et d'autres armes en tout genre, ainsi que des vivres pour le support des soldats finlandais. Elle porte le nom de ligne Mannerheim parce qu'elle fut ordonnée par le général Carl Gustaf Emil Mannerheim, le principal acteur militaire finnois de l'indépendance de la Finlande à 1946, date à laquelle il résignera de sa place de président. Et il combattu pour l'indépendance de la Finlande en 1917, il combattu la guerre d'hiver, et il a combattu la guerre civile, il a combattu la guerre de continuation, et il signa lui-même le traité de paix avec les Alliés en 1944, signant la fin de la Finlande dans la guerre. L'objectif de cette ligne était évidemment de protéger la fin de l'URSS, parce que entre 1917 et 1941, la peur n'était pas contre l'Allemagne nazie, mais était plutôt contre l'URSS, et ce qu'on appelle la peur rouge. Tous les pays voisins de l'URSS. D'ailleurs, il y avait un plan qui s'appelait le plan Intermarum, c'était une fédération de pays entre l'URSS et l'Allemagne. C'était qui comprenait la Finlande, la Yougoslavie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, tous ces pays-là qui étaient entre la Finlande et l'URSS, enfin entre la Russie et l'URSS, pour justement les protéger de cette peur rouge, parce que l'URSS avait prouvé en 1921 qu'elle était une puissance agressive en s'attaquant directement à la Pologne, très peu après la fin de sa guerre civile, même avant la fin de sa guerre civile, si je me souviens. La ligne Mannerheim fut évidemment démantelée à la fin de la guerre parce que la territoire sur laquelle a été bâtie a été conquis par l'URSS, et elle fut succédée par la ligne Salpa, qui était une ligne de la frontière finno-russe après 1940, qui partait de la Laponie au nord jusqu'à la frontière, jusqu'à l'isthme de Carélie au sud. C'était une ligne de défense très très grande, mais qui n'eut qu'un rôle mineur lors de la guerre de continuation, parce que c'était une guerre où la Finlande avait l'offensive et pas la défensive. Les causes de guerre sont évidemment multiples. Hein. Par exemple, nous pouvons déjà commencer par évoquer le fait que la Russie avait comme projet de réunir sous sa tutelle tous les anciens États de l'ancienne Russie impérialiste, c'est-à-dire la Pologne, la Finlande, la Bessarabie, qui faisait pas de la Grande Roumanie à cette époque-là, mais qui aujourd'hui est appelée la Moldavie. Tous ces trucs-là qui ont été perdus au cours de la guerre civile, le projet russe était pour les communistes, était de tous les reprendre, afin de prouver au monde entier que c'était le digne successeur de l'Empire russe. Secondement, le pacte Molotov-Ribbentrop signé avec l'Allemagne nazie quelques années auparavant divisait l'Europe en zones d'influence, et la Finlande se trouvait dans la zone d'influence soviétique, ce qui signifiait que la Russie pouvait soit l'envahir, soit faire tourner son gouvernement pour le mettre à place d'un gouvernement communiste qui serait allié à la Russie, et que l'Allemagne n'interviendrait dans aucun des deux cas, parce qu'elle était dans une zone d'influence soviétique. Ce qui se passe là, c'est que la Russie voulant reprendre la Finlande, parce que c'est comme ça que le traité signé avec l'Allemagne garantissait la non-intervention allemande, et du coup c'était un champ ouvert complètement avec l'Allemagne, pour que l'Allemagne n'interviendrait pas. Ensuite, troisièmement, nous pouvons aussi noter que Saint-Pétersbourg, Leningrad à l'époque, était situé à seulement 32 km de la frontière avec la Finlande. Sauf que quand ta deuxième plus grande ville est exposée
si proche d'un pays que tu considères comme un de tes ennemis, parce que tu le considères comme une puissance impérialiste, parce qu'il était allié à ton ennemi à la Première Guerre mondiale, parce que la fin, jusqu'à 1933, était très proche de l'Allemagne, qui était l'ennemi de la Russie, justement. Donc la Russie, évidemment, c'est ça, si l'Allemagne nous envahit, la fin risque de se lancer. Et quand ta deuxième plus grande ville est exposée à ce point, à 32 km, c'est-à-dire qu'entre te mettre en voiture, c'est bon, tu peux la prendre, oui, c'est pas une très bonne idée en général. Du coup, la Russie s'est décidé à envoyer une mission à la Finlande pour lui dire comme ça, écoute, notre ville est trop exposée, on recule la frontière de quelques kilomètres et tout ira bien. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein, ne t'inquiète pas. Sauf que du côté finlandais, bah, évidemment, ils ont refusé. Parce que déjà, en reculant la frontière, ils perdaient eux aussi leur plus grande ville qui était Viborg, qui était une très grande ville commerciale de la Baltique. Et leur ville les plus riches, c'était justement la deuxième plus grande ville importante. Et, cette zone que la Russie désirait prendre pour reculer la frontière, qu'elle crée une zone tampon, était une zone qui représentait environ 20% du potentiel industriel de la Finlande, ce qui signifiait un grand ralentissement de son économie, ce qui n'était pas du tout une bonne idée. Du coup, le président finlandais de l'époque, Kyösti Kallio, refusait l'ultimatum le 13 novembre 1939, ce qui causa que 2 semaines plus tard, la Russie annule le pacte de non-agression signé en 1938 et le 30 novembre 1939, la Russie envahit la Finlande, c'est le début de la guerre d'hiver.